Bonjour à tous. La presse camerounaise crie au scandale après un nouveau crédit de 55 milliards de francs CFA contracté auprès des banques commerciales internationales pour l'achèvement des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Le quotidien Émergence estime que ce nouvel endettement est une honte car il vise le financement des travaux d'un gouffre à sous alors que l'infrastructure sportive a déjà englouti plus de 100 milliards de francs CFA. Le Messager y voit une grosse escroquerie. Le journal Essingan croit savoir que ce nouvel emprunt est révélateur d'un manque de mobilisation des fonds extérieurs pour le projet du complexe sportif d'Olembe. Dès lors, des questions fusent. D'où vient la nécessité de contracter une dette de 55 milliards de francs CFA pour un complexe sportif en chantier depuis déjà 4 ans entre les modalités de financement de ce complexe sportif et les lignes budgétaires sur lesquelles les fonds ont été prélevés pour les travaux sur le site. Y a-t-il des surfacturations? Quelles sont les conséquences de ce recours à l'endettement pour le financement des infrastructures sportives? Alors que le Cameroun contracte un crédit de 55 milliards de francs CFA pour la construction du complexe sportif d'Olembe, le plan de reconstruction des régions anglophones reçoit à peine 1,5 milliard de francs CFA venant du gouvernement japonais. Ces fonds sont destinés à financer la réhabilitation des centres de santé dans le sud-ouest. Dans leur communiqué, le gouvernement japonais souhaite que la paix revienne dans les régions anglophones du Cameroun, un souhait mis à rude épreuve par une barbarie aveugle survenue dans cette partie du pays et évoquée à la une du journal Cameroun Tribune. Il s'agit de l'assassinat de 3 chefs traditionnels dans le département du Lébialem, un crime attribué aux séparatistes qui suscite l'indignation des élites. Dans la foulée, 8 éléments des forces de défense et de sécurité ont été mis aux arrêts à la suite de leur implication dans les actes de torture d'un civil soupçonné d'être un relais criminel dans la région du Nord-Ouest. Sur le théâtre de la crise anglophone, des exactions et violences meurtrières n'ont pas cessé. Au-delà de ce soutien en compte-gouttes pour le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la question centrale demeure: que faire pour un retour définitif de la paix dans les régions anglophones? Une préoccupation qui n'a pas occulté les inquiétudes liées à la recrudescence des cas de Covid-19, plus de 68 décès enregistrés en un mois, 2200 cas actifs selon les chiffres officiels. Cette deuxième vague d'épidémie a-t-elle éprouvé la stratégie de riposte sanitaire? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau à ma compagnie. C'est également l'occasion pour moi de dire bonjour à tous les augustes téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes secrétaire délégué du MRC chargé des droits de l'homme. Merci d'être avec nous sur le plateau de droit de réponse. Et juste en face de vous, c'est un militant du RDPC, le parti au pouvoir, Raphaël Ndungu. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs. Vous me permettez, si vous le voulez bien, de rendre un hommage à notre maman qui est décédée il y a quelques jours, Madame Odila Tangana. Elle était d'ailleurs journaliste. Autrefois, elle a travaillé aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Elle était son attachée de presse en Côte d'Ivoire. Elle s'en est allée la semaine dernière, que nos ancêtres l'accueillent dans la maison du Saint-Père. Maintenant, je voudrais rendre, pas peut-être un hommage, mais avoir une pensée pour Charles Ateba Yene qui est décédé il y a 7 ans par là, le 20 février 2014, au CHU de Yaoundé. Merci de m'avoir invité. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, il est ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information, Jean-Robert Wafo, qui est avec nous. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes companélistes
Bonjour à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse émission Droit de réponse. Sur le plateau de Droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien, La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de réponse, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. J'adresse mes salutations aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. D'entrée de jeu, avec vous, Jean-Robert Wafo, le Cameroun qui contracte 55 milliards de francs CFA pour un projet d'achèvement du complexe sportif construit en cours de construction à Olembe, non loin de Yaoundé. Comment avez-vous réagi à la suite de cette annonce de la signature d'un accord de crédit entre le ministre de l'économie représentant l'État du Cameroun et ses banques commerciales qui doivent octroyer ce crédit de 55 milliards de francs CFA au Cameroun? La signature de cette convention de crédit me laisse perplexe et en même temps il est évident que ça laisse transparaître de fortes odeurs de surfacturation et de rétrocommission. D'ailleurs, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, ça il faut que je le précise ici, a saisi par correspondance vendredi dernier, via DHL, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, a le fait d'avoir, n'est-ce pas, des éléments sur ce décret signé par le chef de l'État. Parce que voyez-vous, quand je parle de surfacturation, les Camerounais peuvent aller sur Google. C'est si simple que ça. Vous verrez les stades de même capacité d'accueil en Afrique. Je ne vais pas... Premier exemple, le stade olympique d'Ebimpe, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. 60 000 places. À coût contribuable ivoirien, 55 milliards de francs CFA. 55,75 milliards de francs CFA. 55. Donc l'équivalent, n'est-ce pas, de la convention de crédit que le président de la République a signée et qui va porter le coût total à 218 milliards de francs CFA pour le moment. Et ça, il faut que je le dise également aux Camerounais, et c'est ce qui est curieux, dans le cadre du budget de l'exercice 2021, il y a 15 milliards de francs CFA qui sont prévus à cet effet. C'est-à-dire que pour les travaux de finition du complexe sportif d'Olembe. Donc ça va faire 218 plus 15, on sera à 233. Je ne m'arrête pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vais prendre notre exemple, le stade olympique de Radès en Tunisie. 60 000 places. Le coût aux contribuables tunisiens, c'est 59 milliards de francs CFA. Le stade du 11 novembre en Angola. 50 000 places, ça a coûté 122 milliards. Le stade national d'Abuja au Nigeria. 60 000 places, c'est 194 milliards. Et je vais finir avec le stade FNB en Afrique du Sud, qui a coûté 230 000 milliards, donc l'équivalent du stade de Olembe, mais qui a 94 000 places. Donc vous comprenez que le montant que l'honorable Nietzsche a qualifié de stratosphérique de la convention de crédit que le Cameroun va signer avec la Standard Chartered à Londres et BPI France Export, c'est l'équivalent, ce montant est l'équivalent du montant qui a permis de construire le stade d'Ebimpe en Côte d'Ivoire. Je dis c'est l'équivalent, 55 milliards. On vient nous dire que c'est des travaux, qu'on signe cette convention de crédit pour les travaux de finition. Je vais rappeler ici, sur ce plateau, si mes souvenirs sont exacts, du temps du ministre Bagaboa, qui a été ministre des Sports, il me souvient qu'il avait présenté, il avait présenté les maquettes pour la construction de 5 stades.
qui devait être effectué par les Chinois. Le coût de chaque stade, c'était de 50 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire pour 5 stades, ça faisait 250 milliards de francs CFA. Il avait présenté les maquettes. Alors, je veux bien savoir, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce pays? Le milliard est devenu le millier de francs. Pour que, déjà, et je tiens à préciser, les gens vont se poser la question de savoir pourquoi l'honorable Nithieu a saisi le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Oui, parce qu'il est président de la task force, la CAN 2022. Et il n'est pas à la tête d'un département ministériel dont le seul outil qu'il disposait, c'était de le saisir par correspondance. Et il a joué son rôle constitutionnel de contrôle de l'action gouvernementale, parce que c'est la prérogative essentielle d'un député de la nation. Donc, vous voyez, on patauge en pleine distraction de fond, et je vais chuter pour ma première prise de parole. Tout homme politique qui ne se rend pas compte, ou alors qui n'intègre pas le fait que toutes ces surfacturations, ces rétrocommissions, c'est en préparation du grand soir, c'est-à-dire les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de la vacance du pouvoir à tout faux. Après vous, Jean-Robert Edmond Cambier, on parle d'un complexe sportif avec un stade de 60 000 places, des stades d'entraînement, des stades pour d'autres disciplines sportives et un hôtel qui devrait également être construit. Et il y a une controverse sur le coût global de ce projet au regard de ce nouveau crédit de 55 milliards de francs CFA sollicité auprès des banques commerciales. Qu'est-ce qui fait problème? Beaucoup de choses font problème. Tout à l'heure, je crois que nous avons tous suivi le développement effectué par le ministre du Shadow Cabinet du SDF, avec des chiffres bien précis qui montrent bien l'écart entre les montants qui, jusqu'ici, ont été utilisés au Cameroun pour construire les principaux stades, et notamment le stade d'Olembe, qui, en définitive, sera un véritable complexe, mais aussi avec l'écart, je disais tantôt, avec d'autres stades qui sont construits, qui ont été construits dans d'autres pays africains, notamment dans des pays qui ont le même niveau économique que le Cameroun, notamment la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Gabon et d'autres pays. Il y a des questions que cela suscite au niveau de cet écart. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une situation où la CAN 2019 a glissé de 2019 où on était censé être prêt pour construire ce stade, où la parole du chef d'État, qui est censée être sacrée, a été dévoyée. Les stades ne sont pas totalement prêts pour abriter à la date du glissement, c'est-à-dire en 2022, janvier 2022, la compétition attendue. Cela suscite de nouvelles interrogations sur la question de savoir si nous serons véritablement prêts. Nous avons vu le Chan. Il y a eu, certes, de très beaux stades, il faut le dire, mais qui ne sont pas totalement achevés. Est-ce qu'à la date du début de la compétition, de la CAN 2022, ces stades seront prêts? Ça, c'est une autre question. Mais la question de fond demeure, c'est celle des coûts. Et vous voyez, vous, au Cameroun, l'une des questions principales qui est souvent posée, qui ressort des critiques observées non seulement par la société civile, mais par les formations politiques de l'opposition, mais aussi et surtout par les partenaires du Cameroun, par les bailleurs de fonds, notamment par la Banque mondiale, le FMI, tourne autour de la gouvernance économique, notamment sur les malversations, les détournements, en tout cas, une gérance qui est critiquable, une gouvernance économique qui est critiquable. C'est le fond du problème. Aujourd'hui,
il s'agit de savoir, est-ce que le gouvernement camerounais, est-ce que le président de la task force, c'est-à-dire l'équipe qui a été mise en place pour apprêter toutes les infrastructures dans les délais, est prêt à rendre compte à la nation de l'état de l'évolution des dépenses effectuées pour les travaux de ces stades en général et de ces complexes sportifs en général, en particulier. Est-ce qu'ils sont prêts à rendre compte? C'est parce que, il faut le dire, la presse et l'opposition, la société civile, depuis au moins 3 ans, ont débattu de cette question. On n'a pas eu l'impression qu'il y a un souci de la part du gouvernement ou de ceux qui ont la compétence pour donner des informations sur cette question. C'est parce qu'on a le sentiment qu'en face, il y a des gens autistes qui refusent d'écouter et qui refusent de rendre compte. C'est pour cela que la question se pose avec acuité de savoir si les 55 milliards qui ressortent de la convention de crédit avec une banque commerciale internationale, est-ce que ce montant était le montant qu'il fallait pour l'achèvement des travaux? Vous savez que, on le disait tantôt, que pour l'achèvement des travaux, ce qui est prévu, c'est 15 milliards. Mais est-ce que ces 15 milliards ressortiront des 55 milliards? Et il y aurait également 20 autres milliards qui serviraient également dans le cadre des dépenses à effectuer. C'est-à-dire au total, en réalité, sur les 55 milliards, ce qui est justifiable, c'est 35 milliards. Et le reste d'argent irait ouf. Oui, 35 milliards parce que c'est contenu dans le budget de l'État pour l'exercice 2021. Effectivement, parce que 35 milliards, parce que c'est contenu dans le budget de l'État. Pour apporter plus de précision, l'assistance à maître d'ouvrage et surveillance des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe, c'est 20 millions de francs CFA. Ensuite, la poursuite des travaux de construction. Pas 20 millions. 20 milliards de francs. Et poursuite des travaux de construction, 15 milliards de francs CFA prévus dans le budget d'investissement public de la région du Centre pour l'année 2021. Oui, c'est pour cela que vous voyez bien qu'il y a des interrogations. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons la réaction prompte d'un député de la nation, notamment Jean-Michel Ninche, qui a décidé d'interpeller à sa façon, n'est-ce pas, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui est le mieux placé pour apporter les réponses en ce qui concerne les dépenses pour les infrastructures. Et nous pensons que maintenant que la balle est au centre, il faudrait que ce principal responsable et l'ensemble de l'équipe qui l'entoure nous fassent le point. Quand je dis nous, face à la nation, aux Camerounais, le point des dépenses déjà effectuées et ce qui reste à faire pour que non seulement le stade d'Olembe soit prêt, mais également les autres infrastructures concernant les autres stades qui vont abriter la CAN 2022. Après vous, Edmond Kamga, maître Désiré Sikati, alors que dans le budget d'investissement public, les montants sollicités par le gouvernement sont clairs, 15 milliards pour les travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. Les Camerounais apprennent que le gouvernement sollicite un crédit de 55 milliards de francs CFA pour l'achèvement de ce complexe sportif en construction depuis 4 ans. Comment expliquez-vous cette sollicitation à tout vent des crédits auprès des banques commerciales pour achever la construction des infrastructures sportives? Mais M. Noufélé, peut-être qu'il faudrait déjà rappeler qu'au début de ce mois de février, nous avons tous appris que l'entreprise Magil avait sollicité un complément de 17 milliards de francs CFA, 17 milliards pour la finition des travaux. Ça, c'est ce que Magil agit et tous les journaux en ont parlé. Donc, je suis quand même surpris de voir que là où Magil, qui est le maître d'œuvre, demande 17 milliards, on décide de mettre à sa disposition 55 milliards. Bon, en ce qui me concerne, je pense que le véritable problème n'est pas là. Pour comprendre toute la gabégie qu'il y a autour de cette affaire-là, il faut peut-être remonter au point de départ, qui est en disant que la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a été attribuée au Cameroun en 2014. Logiquement, quand vous voyez tous les autres pays qui sont impliqués dans l'organisation de cette compétition-là, les travaux pour la construction des infrastructures asservies commencent immédiatement.
tout à l'heure, Monsieur Wafo parlait du stade Bimpe en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que la construction de ce stade-là a commencé moins d'1 an après que la Côte d'Ivoire se soit vue attribuer la Coupe d'Afrique des Nations 2023, en même temps, à l'époque d'ailleurs où c'était 2021, en même temps, parce que c'était au cours de la même réunion du comité exécutif de la FIFA où la CAN 2019 avait été attribuée au Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire a commencé son stade principal de Bimpe pratiquement en 2015 pour 2021, alors que le Cameroun a attendu pratiquement décembre 2016. Mais en fait, les travaux du stade ne commencent qu'en 2017. En 2016. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour que vous compreniez qu'il y a une sorte d'embuscade financière qui est organisée volontairement par les personnes qui sont impliquées dans la construction de ces infrastructures-là. Parce que les gens savent très bien qu'en engageant les procédures de construction des infrastructures longtemps à l'avance, on va être obligé de respecter les procédures comptables, les procédures budgétaires pour les passations des marchés, en lançant par exemple des appels d'offres où des entreprises adjudicataires se verront adjuger le marché et il y aura des procédures budgétaires contrôlables dont le suivi peut être facile pour tout le monde qui a des notions élémentaires de comptabilité. Donc, c'est pour dire que dès le départ, il y a un véritable problème où on a créé l'opacité. On a mis sur pied des conditions d'opacité pour que par la suite, lorsqu'on décaisse l'argent, parce que vous allez voir, que ce soit la CAN féminine, que les infrastructures, en dehors peut-être du stade de Limbe, le stade Bafoussam, toutes les autres infrastructures ont été construites à la hâte où l'argent circulait en espèces. Vous voyez, et quand l'argent circule en espèces, on sait très bien que les mécanismes de contrôle ne sont pas efficients. Donc, moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est quoi? Au départ, en 2016, lorsque les travaux du stade Olembe sont lancés, on nous a parlé d'un coût global de 163 milliards de francs CFA pour un complexe, c'est-à-dire le stade, proprement dit le stade de football, l'enceinte avec le terrain, 2 terrains d'entraînement, un gymnase pouvant servir pour le basketball, le volleyball, le handball, une piscine olympique couverte, un hôtel 5 étoiles avec 70 chambres. Ça, c'est ce qui était prévu au départ. Mais vous allez voir qu'en 2019, on a commencé à dire désormais les 163 milliards ne peuvent que couvrir la construction du stade. Donc en fait, toutes les infrastructures qui tournaient autour du stade ne sont plus désormais dans les 163 milliards. Ça, c'est ce qui a été dit. Par la suite, lorsque les travaux sont retirés à l'entreprise italienne Piccini et attribués à Magil, Magil demande 97 milliards de francs CFA. Et à ce moment-là, on se retrouve pratiquement dans une autre enveloppe budgétaire qui fait 260 milliards. De 260 milliards de francs. Et je dis bien, lorsque Magil prend les travaux, on ne nous parle plus de complexe. On nous parle tout simplement du stade d'Olembe qui va abriter les matchs de football. Donc 260 milliards. Donc ce qui se passe encore, c'est que lorsque Magil demande 17 milliards de francs, on décide de lui en donner 55 milliards. Et la question qu'on peut se poser, 97 milliards, vous voulez dire, ou 17 non, milliards? 55 milliards. Ils ont demandé. Magil a dit au début de ce mois qu'il avait besoin de 17 milliards de francs CFA. Tout à fait. Moi, ce n'est pas moi qui l'a dit, mais j'ai lu ça dans les journaux. Les médias en ont parlé. Tout le monde a écouté ça. Ils ont dit qu'ils ont besoin de 17 milliards. Moi, je suis surpris qu'on leur donne 55 pour le même résultat. Parce qu'ils ont bien dit que pour la finition des travaux, il fallait 17 milliards. On leur en donne 55. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, je dis, on est dans un système de prédation, de surfacturation, de rétrocommission, parce que c'est le Cameroun quand même qui va emprunter au niveau des banques internationales. Lorsque le Cameroun va emprunter cet argent, c'est toujours le Cameroun qui va mettre à la disposition de Magil le montant exact qu'il faudra pour la finition des travaux. Si Magil dit j'ai besoin de 17 milliards et qu'on décide d'aller emprunter 55 milliards, ça veut dire que la différence ne sera pas impliquée dans la construction, dans les travaux. Et maintenant, lorsque, sur le plan juridique, on engage un prêt de 55 milliards, même sur le plan comptable, on est obligé d'imputer ça aux travaux, alors qu'on sait bien que cet argent ne va pas servir pour les travaux. Donc, moi, je pense quand même qu'à un certain moment, il faut que ceux qui sont supposés gouverner ce pays sachent que certains projets de grande envergure nécessitent que des explications soient données tout le temps aux Camerounais. Depuis le commencement des travaux, à aucun moment on a expliqué aux Camerounais pourquoi est-ce que l'enveloppe était aussi élevée. Je voudrais quand même dire, quand vous regardez le stade, le plus beau stade, parce que d'après les statistiques de la FIFA,
c'est le plus beau stade en Afrique, le FNB Stadium de Johannesburg, où la finale de la Coupe du Monde 2010 s'est déroulée. Ce stade-là a une capacité de 97 000 places. Il a coûté moins cher que le stade de Olembe, qui aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de calculer, va nous revenir à plus de 300 milliards de francs CFA. Et j'ai entendu d'aucuns dire que non, il s'agit d'un complexe, les 300 milliards de francs CFA, ça ne fera pas seulement la construction du stade, proprement dit, mais seulement aller aujourd'hui sur ces infrastructures-là, à Olembe, vous allez voir qu'il n'y a aucune fondation pour un hôtel qui est en cours, il n'y a pas de travaux pour les infrastructures annexes, notamment les complexes pour les stades de volleyball, de basket, piscine olympique et autres. Il n'y a pas ça. La seule chose que vous allez voir, c'est le stade de Olembe. Donc maintenant, je suis quand même aussi surpris que les Camerounais se posent des questions comme si dès le départ, on était dans un processus transparent. Même le stade de Japoma, dont on vante la beauté aujourd'hui, ce stade-là, au départ, on nous a parlé d'un coût de 114 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le stade, il est acquis que le stade a coûté plus de 200 milliards. Pour le même rendement, c'était 114 milliards de francs CFA pour la construction du stade, la construction du piscine olympique, ainsi que d'un gymnase. Si vous allez là-bas, c'est les mêmes choses, mais le coût a augmenté. Mais maintenant, je voudrais quand même dire aussi que lorsqu'on est dans un pays où vous avez des maîtres d'œuvre qui peuvent se permettre de dire aux médias que le coût, par exemple, du sac de ciment qu'ils utilisent, quand moi je sais, nous savons tous que peut-être le ciment, c'est 4300, 4500 maximum, mais lorsqu'on vous dit que pour la construction de ces infrastructures, un sac de ciment coûte 16 500 francs, un camion de sable qui en temps normal coûte 60 000, revient à 250 000. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Et puis il faut me regarder, quand je parle de cette stratégie de détournement qui est conçue, planifiée et même à la limite légalisée, vous allez voir que la mercuriale de l'État, voici un stylo. Ce stylo, il coûte 100 francs. Dans la mercuriale de l'État, il doit coûter 1000 francs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a à la tête de notre pays des gens qui se sont arrangés volontairement pour saigner l'État, pour faire en sorte que tout ce qui doit coûter moins cher revienne très cher à l'État, parce qu'à la base, il y a une autre stratégie de partage de ce qui a été collecté. Je ne sais pas, peut-être vous avez pris connaissance d'une décision qui a été publiée récemment, ça fait peut-être 3 jours, par le ministre en charge des marchés publics, qui lui-même s'offusquait de ce que plusieurs administrations le saisissent tout le temps pour demander des marchés de gré à gré, là où il faudrait des appels d'offres. Ça, c'est connu, tout simplement parce qu'ils savent qu'avec le gré à gré, on est à moins de 5 millions, un marché qui en temps normal va coûter 100 milliards de francs CFA, on le fractionne en plusieurs portions de moins de 5 millions et on décide par voie de gré à gré de le donner aux amis, aux copines qui vont à soi-même, parce que beaucoup de ces gens qui conduisent les marchés, voilà, ont des entreprises dont ils sont des prête-noms ou bien dont ils utilisent des prête-noms, mais en réalité c'est eux qui sont derrière. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et Monsieur Nietzsche, moi je suis d'accord avec lui pour la démarche, mais nous savons très bien comment ça va aboutir. Il n'y aura aucune information pour les Camerounais. Alors, il faut préciser, après vérification de certaines données importantes, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et surveillance des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe, c'est 20 millions de francs CFA qui ont été sollicités dans le BIP 2021 et 15 milliards pour la poursuite des travaux de construction du complexe sportif d'Olembe. C'est inscrit dans le chapitre concernant le ministère des Sports. Avec vous, Raphaël, le gouvernement avait indiqué lors de la signature de la convention des premiers crédits de l'ordre de près de 143 milliards de francs CFA, sur les 163 milliards de francs CFA, entre le ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'économie, Paul Motazé, et bien sûr une banque italienne, que les travaux devaient être construits en moins de 48 mois, avec les préfabriqués qui devaient être importés, et que l'on devait avoir le stade bien avant cette CAN 2019 qui a finalement glissé. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui, Raphaël? S'il s'agit d'un bilan, la première chose que je vais remarquer, c'est qu'à un moment donné, on s'en fout un peu du président Paul Biya dans un pays. Parce qu'un stade qui doit porter son nom, il n'est pas question que les gens s'amusent comme nous voyons là. Si c'est lui-même qui les a nommés là où ils sont, alors il n'est pas question de s'amuser avec ce stade qui doit porter son nom.
Justement, on a vu comment est-ce que les préfabriqués étaient même escortés pour acheminer ce matériel au niveau du stade de l'Olembe il y a 3 ans, avant peut-être le glissement de la canne. On se pose bien la question, pourquoi est-ce qu'on fait tout pour vouloir torpiller ce projet? Pourtant, c'est un projet, c'était ça qui posait le nom de M. Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun. C'est-à-dire qu'on devait tout faire, mais éviter de tomber sur ce type d'affaires. Donc le bilan qu'on va faire, c'est lequel? Première chose, il y a un manque de communication. Quand vous avez suivi les compagnies, vous vous rendez compte qu'on n'a pas expliqué quoi que ce soit aux Camerounais. Du coup, on paie le flanc à la presse d'écrire ce qu'elle veut, ce qu'elle constate. Et puis après, on a envie de se rattraper pour dire non, quand vous n'avez pas la bonne information, allez à la source. Il est aussi possible de convoquer les hommes de médias que vous êtes et tous ceux qui peuvent intervenir pour expliquer l'état d'avancement de cette affaire. On ne peut plus fonctionner comme à l'époque de Mathusalem, où on croit qu'on va tout faire seul et puis on ne rend pas compte au peuple. Je suis désolé. Et je me rends donc compte qu'à un moment donné, le lion ne fait plus peur. Parce que s'il faisait véritablement peur, on n'en serait pas là. C'est quand même le stade de Paul Biya, ce n'est pas le stade de M. Ndougou. Pourquoi Japon est fini? Ils n'ont pas peur de quoi Du lion. Le lion, c'est qui? Mais vous connaissez le lion? Ça veut dire que le stade doit porter le nom de qui? Du président de la République, M. Paul Biya. Dites-moi comment ça se fait pour que depuis toutes ces années, on n'a pas continué pour qu'il délègue sa signature au ministre de l'économie il y a quelques jours pour une convention de crédit. C'est ça toute la question. Même si on a surfacturé, on a dit la presse en a parlé depuis plusieurs années, on n'a pas expliqué, d'accord. Maintenant, est-ce que le stade est fini? Non. Est-ce que le complexe même tel que c'était défini, hôtel et autres marchés et tout ce qu'on devait construire, les gymnases, est-ce que ça sera fait? On n'explique rien. Et on ne peut donc pas fonctionner. Je crois qu'il va falloir quand même rectifier l'outil. Il faut trouver des bons mécanismes de gouvernance sur la base de la communication. Parce que lorsque vous parlez, lorsque vous mettez des thématiques sur la table ici, c'est justement parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire qu'il y a un gouvernement qui a à sa tête un premier ministre et le président de la République coiffe tout. Est-ce qu'on a quand même pris la peine de se rendre compte que le peuple voit ce qui se passe? Vous ne pouvez plus vous cacher aujourd'hui. Vous avez suivi M. Wafo qui vous a donné les coûts des stades dans les autres pays. Même si peut-être ce n'est pas le même contexte, mais c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire que si on peut déborder d'1 milliard et tout, qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Il faut peut-être convoquer les gens pour expliquer que si on est ici, voilà, et on pose des questions, ceux qui posent des questions pour comprendre. C'est le seul problème ici, c'est qu'il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, on crée le flou. Mais il y a dans cette gouvernance-là une task force qui a été mise en place au secrétariat général de la présidence de la République. Il y a un ministre des Sports qui est maître d'ouvrage, du moins le ministère des Sports, qui est maître d'ouvrage et qui plusieurs fois, lors des visites des chantiers, des assurances ont été données aux Camerounais que les travaux seraient achevés dans les délais. Le constat qui a été fait, c'est un glissement de date concernant la CAN en raison de retard criard observé dans la construction de ces infrastructures. Pourtant, le chef de l'État, selon ses proches collaborateurs, a débloqué plusieurs milliards de francs CFA à travers ces conventions de crédit signées, contractées auprès des banques commerciales. Comment expliquer que l'argent, à chaque fois, il y a des annonces qui sont faites, qu'on prend du crédit auprès des banques pour construire un stade, mais que le complexe sportif n'est pas encore achevé? Première chose, combien de Camerounais étaient au courant que Piscine n'était plus là? Est-ce qu'on a dit aux Camerounais? Est-ce qu'on a expliqué aux Camerounais pourquoi est-ce que Piscine est parti? On a vu à un moment donné une série de grèves des travailleurs de ce côté. Mais on n'a pas dit aux Camerounais, voici là où Piscine s'est arrêté. Voici les coûts, voici ce qu'ils ont fait. Et actuellement, dont nous venons avec Magil, qui a réhabilité le stade, je crois, de la réunification, qui est capable de travailler. Est-ce qu'on a expliqué aux Camerounais comment est-ce qu'on est arrivé là? Maintenant, quand chaque jour on va dans les chantiers et que vous tendez le micro au ministre, il ne peut que dire cela. Mais à un moment donné, la communication, il faut une bonne communication dans notre gouvernement. Pourquoi? Parce que si on ne rend pas compte au peuple, on va se retrouver dans ces situations où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que
Après tant d'années, le président a soulevé le plus souvent les trophées ailleurs, où les lions indomptables ont gagné. Et lorsqu'on a envie d'organiser, après le premier glissement, et que 2022, qu'on est à nos portes, il n'est pas question que les gens s'amusent avec cela. Il n'est pas question qu'on s'amuse. Tous les chiffres qu'on a avancés depuis, après le décret présidentiel, pourquoi on n'a pas pris la peine de communiquer là-dessus? Tous les ministères ont des services de communication. Ils ont des contacts de tous les hommes de médias que vous êtes. Pourquoi on n'a pas expliqué tous les chiffres que nous voyons aujourd'hui, où on nous dit non, en réalité ce n'est pas cela, voilà. On aurait dû expliquer ça, que peut-être Émergents et d'autres journaux n'allaient pas titrer comme ce qu'on a lu là, puisque c'est notre pays qui prend en coup. Et justement, je me pose la question, pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on n'a pas envie que le président organise au moins une seule CAN avant qu'il ne sorte définitivement cette affaire? Est-ce qu'il n'y a pas les gens tapis dans l'ombre qui ne veulent pas voir ça évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas les gens tapis dans l'ombre qui ne veulent pas avoir le président, ayant un stade comme le stade Ahmad Ouahijo ou le stade de Paul Biya? C'est là toute la question. Et c'est pour cette raison que c'est très difficile. Et c'est ce gouvernement-là qui perd le flanc, que les hommes politiques se penchent dessus, que la presse se penche dessus. Parce que justement, ils n'ont pas su être proactifs. Je pense quand même que dans l'avenir, il va falloir que même le président lui-même rectifie le tir. Rectifie le tir, pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre des ministres d'action. Des ministres d'action, non seulement sont sur le terrain, mais rendent compte au peuple. Parce que ces ministres travaillent pour le peuple et non pour eux-mêmes. Donc je pense pour ma part qu'il y a comme, je ne voudrais pas dire comme un coup d'état scientifique, comme dit souvent quelqu'un, je voudrais quand même dire qu'il y a une volonté à ne pas voir la CAN se tenir au Cameroun pour que le peuple se retourne contre le président Biya. Donc ceux qui le font doivent prendre leur garde pour éviter que cela se passe. Il faut absolument achever ce stade-là et que la CAN se tienne au Cameroun en 2022. Après vous, Raphaël, Jean-Robert, le gouvernement avait annoncé qu'avec les préfabriqués, ça irait très vite dans la construction de ce complexe sportif et que le pays respecterait les délais fixés par la CAF pour la livraison de ces chantiers indispensables pour l'organisation d'une compétition d'envergure comme la CAN. Aujourd'hui, quel est le constat? Comment expliquer que ces promesses, ces engagements pris par le gouvernement camerounais n'aient pas été respectés? Effectivement, ça pose problème. Parce que quand on nous avait dit, quand on avait fait part de ce qu'il y avait des travaux d'urgence, d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent, comme Metsikati, que c'était une technique, n'est-ce pas, pour procéder aux surfacturations, on s'était tout au moins dit que qu'ils livrent au moins. Mais parce qu'avec ces travaux d'urgence, cette urgence qu'on a développée au niveau de la task force, il faut que les Camerounais le sachent. Aucune entreprise camerounaise n'a bénéficié de quoi que ce soit. Tout était préfabriqué. En Italie. Au point où on a vu une ambassadrice, c'est-à-dire l'ambassadrice des États-Unis, se transformer d'Italie, je veux dire, se transformer carrément en commercial d'une entreprise privée. C'est vrai qu'elle doit défendre, n'est-ce pas, les intérêts des États-Unis, mais de l'Italie. De l'Italie, je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours donc aux États-Unis. Bon, peut-être c'est l'effet Trump. Mais on nous a fait comprendre que il faut livrer les chantiers à temps et que pour ce faire, il faut rentrer dans le cadre des mécanismes d'urgence et des préfabriqués. Le ciment, c'était en Italie. Le fer, c'était en Italie. Aucune entreprise, le sable même, c'était en Italie. Pourtant, nous en disposons ici, à Douala, à Yaoundé, il y a du sable. On a vu des gens venir nous dire qu'un camion de sable coûtait, je crois, c'était 80 000 francs. Je crois bien. Et puis, aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il faut encore de l'argent. Il faut 55 milliards de francs CFA. En sus des 218 milliards de francs CFA qu'on a déjà débloqués. C'est l'argent du contribuable. Quand je dis c'est l'argent du contribuable, parce qu'il y a des gens dans ce pays, notamment dans le parti État, qui veut faire croire aux Camerounais que chaque fois que l'argent est débloqué, c'est l'argent personnel du chef de l'État. Donc du chef de l'État. Le chef de l'État a mis ci, a mis ça. Non. C'est l'argent du contribuable camerounais et qu'on obtient à travers les impôts
qu'on collecte, et parfois avec une pression fiscale énorme, puisque vous allez voir, les Camerounais qui sont là, qui exercent une activité, n'est-ce pas, on les pressurise souvent, on met une pression énorme sur eux pour qu'ils payent leurs impôts. Bon voilà, donc il va falloir quand même, dans ce pays, que les gens aient la notion d'accountability. Il faut rendre compte. Pourquoi on ne le fait pas? Quand je prends le cas du stade Olembe, je vais rappeler une chose. J'étais conseiller municipal et puis bon, adjoint maire. Il est mentionné dans la loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes, je crois que c'est l'article 48, que toute construction ou reconstruction pour le compte d'une collectivité territoriale décentralisée doit faire l'objet d'un devis détaillé soumis à l'appréciation du conseil municipal. Pourquoi on ne le fait pas au sommet? Vous allez voir des gens dire que bon, voilà, il y a une disposition de la loi des finances qui indique, qui dit que le gouvernement est donc habilité à des conditions garantissant la souveraineté économique et politique, ainsi que les intérêts financiers de l'État, des emprunts concessionnels et non concessionnels, respectivement de 300 et 350 milliards de francs CFA. Mais ce n'est pas parce que le Parlement vote qu'on ira contracter des dettes n'importe comment. Le président de la République, normalement, ça parce que de par la Constitution, les questions liées, dont les questions financières et patrimoniales, ainsi que le budget, ça relève de la loi. Donc une fois que le Parlement signe, c'est-à-dire que vote le budget, pour entreprendre, n'est-ce pas, une convention de crédit pareil, il faut d'abord signer une ordonnance qu'on soumet au Parlement. Et le Parlement questionne sur le descriptif, si c'est par exemple des travaux de l'EMB, sur le descriptif des travaux. Qu'on dise, voici ce qu'on va faire, voici. Ça passe par la commission des finances qui examine, on fait tout, et puis on soumet ça, n'est-ce pas, à l'ensemble du Parlement qui vote ou pas. Quel député de ce pays peut me dire le descriptif des travaux depuis le début, des travaux dans du complexe olympique d'Olembe depuis le début des travaux? Aucun. Je mets ces 180 députés là, même ceux qui sont passés avant, à défi, aucun. Pourtant, ça a déjà englouti 218 milliards de francs CFA et ça va engloutir 55 milliards de francs CFA. Je dis aucun. Alors, il contrôle quoi là-bas? Donc, le noir tu es dans son rôle, maître Sikati. Et quand il écrit le RDPR, même si c'est que ça ne va rien donner, comme vous l'avez dit, il prend le peuple camerounais témoin. Non, et d'ailleurs, je vais lui dire, c'est-à-dire que je profite de l'occasion pour vous dire, il m'a fait part de ce qui va saisir le ministre des Finances, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, non seulement sur le complexe sportif d'Olembe, mais sur d'autres, donc globalement sur l'endettement du Cameroun. Parce que la dette du Cameroun, c'est le casse du siècle. Je dis bien le casse du siècle. Monsieur Noufele, montrez-moi un seul projet au Cameroun qui a fait l'objet des emprunts, qui a fait l'objet d'un emprunt, qui a été remboursé et dont les plus-values dégagées ont permis de faire d'autres investissements. Montrez-moi un seul. Ça n'existe pas. Et je rappelle que en février dernier, en février 2020, une mission du FMI est arrivée au Cameroun et a fait part de ce qu'en 10 ans entre 2009 et 2019, la dette du Cameroun avait connu un accroissement de 4300 milliards de francs CFA. Et le ministre, n'est-ce pas, il ne s'accordait pas sur un gap de 1000 milliards de francs CFA avec le ministre des Finances. 1000 milliards. Et je vais même plus loin. La caisse autonome d'amortissement a dit une somme à plus de 10 000 milliards. Non, mais il faut qu'on dise au Camerounais. Parce qu'on est en train d'endetter les générations futures. Et cela m'amène... Non, mais écoutez, justement, j'ai pas fini. Parce qu'il faut absolument, et d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, le nom, tu vas le faire à travers donc 2 questions orales,
Ça, c'est ce qu'il m'a dit quand j'arrivais au cours de pour cette émission. Parce qu'il faut qu'on nous donne le niveau d'endettement du Cameroun. Et je suis de ceux qui pensent que, à défaut d'une commission d'enquête parlementaire, il faudrait qu'il y ait qu'on organise tout au moins le grand soir de la dette, pour que même ses partenaires au développement soient là, avec tout ce que ça comporte comme spécialistes, comme députés, société civile et tout, parce qu'il faut être fixé là-dessus. Et de deux, je suis également de ceux qui pensent que, avant de procéder à la signature d'un décret pour une convention de crédit, qu'on soumette d'abord ça au Parlement. Et le Parlement qui doit se réunir dans les toutes prochaines semaines pour la première session ordinaire de l'année 2021, Edmond Kangia. L'on sait qu'après le glissement de cette CAN 2019, on a suivi qu'il y a eu des réunions au sein des services du Premier ministre pour évaluer la mise en œuvre des infrastructures sportives et prendre des mesures coercitives pour achever les travaux de construction de ces infrastructures. Nous étions là en début d'année 2020 et des assurances avaient été données sur l'accélération de ces travaux-là. Alors que nous entamons l'année 2021 et dans quelques mois, il faudra donner ces stades à la CAF afin qu'elle en prenne possession. Comment expliquer qu'il y ait encore des retards et des besoins de financement supplémentaires pour réaliser ces chantiers? Cédric Noufélé, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que l'intervention tout à l'heure de M. Ndougou m'a quelque peu surpris, malgré l'intérêt et la portée de ce qu'il a dit. Surpris un peu parce que il s'adresse aux téléspectateurs dans la posture du biaïste et non pas dans la posture de celui qui assume les actes pris par des militants des cadres de son parti. Je voudrais dire que il est de plus en plus difficile de faire, n'est-ce pas, le distinguo entre les actes qui sont portés par des membres du gouvernement et notamment par des personnalités qui sont dans l'entourage du chef de l'État et des actes qui sont portés par le chef de l'État lui-même. Parce qu'en réalité, M. Ndougou a mis sur la table le débat sur l'entourage du chef de l'État qui, de notre avis, nous semble un peu dépassé. De penser et de continuer à croire que pratiquement 39 ans après, que ce soit toujours un problème d'entourage du chef de l'État et non pas le président de la République qui doit assumer les actes qui sont pris en son nom. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution, lorsque nous parlons de la CAN, par exemple, nous parlons des infrastructures, notamment du stade Olembe, qui en réalité, dans son achèvement, doit devenir un complexe sportif. Nous savons qu'il y a un président de la task force, qui est le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est au niveau de la présidence de la République même, c'est dans les services du président de la République qu'on devrait avoir la bonne information sur les dépenses effectuées, sur ce qui reste à faire et sur les véritables montants qu'il faut pour l'achèvement des travaux. De dire et de faire penser aux téléspectateurs que des gens posent des actes, détournent de l'argent ou font mentir au chef de l'État alors que le chef de l'État ne serait pas au courant, cela suscite des interrogations d'une chose ou l'autre. Ou alors le chef de l'État est encore avec nous, gouverne encore le Cameroun, ou il n'est plus avec nous et ne gouverne pas le Cameroun. Le Cameroun est-il encore gouverné depuis le glissement? Ça fait plus de 2 ans au moins après. Et bientôt ce sera 3 ans si la CAN se tient effectivement en 2022. Pourquoi cette lenteur? Et avec cette question, ça me permet de rebondir sur la question que vous avez posée, M. Noufélé. Pourquoi cette lenteur? Puisque le Premier ministre chef du gouvernement a eu la volonté, depuis 1 an, de faire en sorte que les retards effectués dans la réalisation des infrastructures prévues par la CAN, prévues dans le cadre de la CAN 2019 au départ, aujourd'hui 2022, que les choses aillent le plus vite possible. Il a interpellé les responsables des ministères concernés, aussi bien
le ministère des Sports que les autres ministères qui ont un rôle à jouer pour que toutes les infrastructures soient prêtes et que le Cameroun soit prêt lorsque la CAN va démarrer. Pourquoi est-ce qu'un an après, les choses n'ont pas avancé? Et ce n'est pas nouveau. C'est lenteur administrative, c'est lenteur dans la réalisation de tout ce qui est indiqué par le gouvernement. Malheureusement, malgré la bonne volonté du Premier ministre chef du gouvernement, il faut le dire, il a dans son gouvernement probablement des ministres qui ne lui rendent pas la tâche facile. Mais aussi ses rapports avec des services, les services de la présidence de la République, notamment le secrétariat général de la présidence de la République, ne sont pas toujours au beau fixe. Et c'est l'un des goulots d'étranglement qui explique ces lenteurs, d'après l'analyse que nous faisons du fonctionnement réel du gouvernement et le gouvernement dans ses rapports avec les services de la présidence. C'est une des réponses que nous pouvons apporter pour comprendre ce qui est en train de se passer et qui est négatif, qui déteint négativement sur le fonctionnement du gouvernement et qui mérite un coup de pied dans la fourmière. Et qui doit mettre ce coup de pied dans la fourmière? C'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Mais où est-il pour dire ça suffit? Non, ça suffit. Où est-il? Après vous, Edmond Kamgamet Sikati, est-ce que le gouvernement a tiré la leçon de l'échec de l'organisation de cette CAN 2019 qui avait été retirée au Cameroun, entre guillemets, du fait de la lenteur dans la construction des infrastructures sportives? On a vu le président de la CAF en 2018 qui, dans un premier temps, avait rassuré les Camerounais avant la présidentielle. Et en fin d'année 2018, la décision est tombée sur le glissement de cette CAN. Des engagements avaient été pris en 2019 par le nouveau gouvernement et nouvel homme à la tête du ministère des Sports. Est-ce qu'il y aurait une accélération des travaux, qu'il y aurait un audit de la construction de ce complexe sportif? Est-ce que ces éléments ont suffi à modifier le paradigme dans la gestion de ces projets? Mais moi, je suis même surpris quand vous donnez l'impression que la CAF est, dans une certaine mesure, étrangère à ce qui se passe. Je dirais même que la CAF est complice. Parce que, voyez-vous, avant l'élection présidentielle d'octobre 2018, on a bien vu le stratagème que Ahmad Ahmad, le président assez compliqué de la CAF, avait fait au profit de M. Biya. On a bien vu, il avait dit que le Cameroun organisera la CAN 2019. Mais quelques temps après l'élection présidentielle, on a bien vu qu'il avait fait glisser la CAN à l'Égypte. Donc, c'est une façon de dire que je n'ai pas d'inquiétude quant à savoir si cette CAN va se tenir ou pas, parce que ce qui est sûr, elle va se tenir au Cameroun. Puisque même la CAF est impliquée dans cette mafia. Vous comprenez? Je ne vois pas M. Ahmad Ahmad venir au Cameroun utiliser une compétition de la CAF pour les intérêts d'un candidat à l'élection présidentielle s'il ne reçoit rien en contrepartie. Donc, le niveau de magouille dans lequel la CAF s'est engagée fera en sorte qu'ils veuillent conduire le Cameroun à aller jusqu'au bout. Parce que s'ils ne le font pas, il y a beaucoup de choses qui seront révélées. Maintenant, je pense que la vraie question, parce qu'on est tous d'accord sur ce plateau, que la façon dont les opérations sont conduites est assez scandaleuse. On est d'accord dessus. Mais le vrai problème, ce sont les responsabilités. Parce que quand j'entends M. Ndougou présenter M. Biya comme quelqu'un qui est aussi ignorant de la situation, ben, j'ai envie de dire que lorsqu'on est président de la République, on est un peu comme un chef de bataillon. Si vous envoyez votre bataillon au combat et que vous vous rendez compte chaque fois que le même bataillon n'est pas en mesure de combattre, je pense que la moindre des choses, c'est que vous allez changer les éléments du bataillon. Du moins ceux qui sont censés être les leaders. Vous voyez ? Vous avez un président de la République, en 3 années, il tient un conseil de ministres, il préside un conseil de ministres une fois. Et d'ailleurs, je suis même prêt à parier que M. Biya ne connaît pas au faciès, il ne peut pas identifier tous ses ministres. Mais quand vous travaillez dans un contexte pareil, pourquoi vous voulez que les gens que vous avez nommés aient le sentiment que vous êtes l'autorité qui doit les contrôler? Le vrai problème, c'est M. Biya. Il ne contrôle pas ses troupes. C'est vrai qu'on est en train de parler des stades et que ça se rapporte au football. Bon, au sport et principalement au football. Mais si vous êtes un entraîneur d'une équipe de football, tous les jours vous alignez des mauvais joueurs
qui perdent les matchs, vous recommencez à les aligner. Mais à la fin, vous pensez qu'on va dire que les joueurs sont mauvais et que c'est vous, l'entraîneur, qui êtes bon. Mais le vrai problème, c'est ça. Qu'est-ce que M. Biya fait quand il constate? Parce que je suis persuadé qu'un chef d'État qui travaille normalement doit se lever le matin, comme chaque Camerounais, aller à son bureau, au palais présidentiel, s'asseoir, traiter les dossiers, lire les journaux, écouter les informations, avoir même des informations par ses services de renseignement sur les activités de ses collaborateurs. C'est la moindre des choses. Après le glissement de la CAN en 2018, il y a eu un changement de ministre des Sports, un léger réaménagement ministériel qui a été fait. Il y a eu un jeu de chaises musicales qui a été fait. On a redistribué. Alors, est-ce que pour vous, c'est une réponse? Non, ça du président de la République ça peut pas être une réponse parce que... à cet échec de la CAN? Non, ça ne peut pas être une réponse. Parce que quand vous changez de portefeuille à un ministre, ce n'est pas une sanction. Oui, mais l'ancien ministre des Sports est sorti. Non, et le ministre Bino Quat, qui est devenu ministre de la Culture, il n'est pas sorti. Et Narcisse Molekombi est devenu ministre des Sports. Est-ce que ce jeu de chaise musicale répond à cette préoccupation-là? Non, ça ne répond pas à la préoccupation. Pourquoi? Parce que la seule façon de répondre à cette préoccupation aurait consisté à sanctionner. Sanctionner, c'est évincer le ministre impliqué dans le scandale du gouvernement. Bon, encore qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire qui concerne le ministre des Sports. On est tous d'accord qu'il y a une task force, c'est-à-dire un comité de privilégiés qu'on a mis sur pied pour conduire tous les travaux de construction des infrastructures en urgence. Un peu comme si dans l'architecture de l'État du Cameroun, il n'existait pas de ministère attitré capable de conduire normalement ce projet-là. Donc, les responsables sont connus. Mais maintenant, il s'avère que ces responsables donnent l'impression. Monsieur, votre consultant tout à l'heure parlait de la cacophonie gouvernementale. On voit très bien qu'il y a une sorte de rivalité entre le ministre d'État, secrétaire général de la République, et le Premier ministre. Donc, quelquefois, vous vous demandez si ceux qui créent les problèmes ne sont pas ceux qui sont les plus influents. Vous voyez? Et quand c'est comme ça dans un gouvernement, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai du mal que certains compatriotes pensent même qu'une enquête parlementaire pourrait conduire à quelque chose. Mais vous avez un Parlement contrôlé à 95% par le RDPC. Vous avez des parlementaires du RDPC qui tirent leur investiture d'un certain nombre, d'une obligation de se soumettre à ceux qui les ont investis, notamment les cadres du RDPC. Vous pensez vraiment que même s'il y avait une enquête parlementaire commandée, les parlementaires qui sont acquis à la cause du RDPC et du gouvernement remettraient en cause ce que ceux qui les investissent ont décidé? Non, ça ne marcherait pas. Non, mais seulement ça marcherait seulement dans le cadre si... de la dette, s'il te plaît, Maître Sikati. Non, je veux finir. Non, je dis que ce soit, dans n'importe quel cadre, que ce soit l'évaluation de la dette, les performances des emprunts qui sont contractés par le Cameroun. Vous mettez ça sur la table des parlementaires camerounais et que vous vous attendez à un résultat efficient, c'est que je suppose que vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Ça marchera le jour où on aura un véritable système avec un contre-pouvoir. Tant qu'on n'a pas d'élection crédible, avec possibilité un véritable contre-pouvoir de s'installer au Parlement. Je suis d'accord avec vous, Maître Sikati. Non, je veux dire, mais le député de l'opposition doit tout au moins prendre le peuple à témoin. Non, je n'ai pas dit qu'il ne prend pas le peuple à témoin. Moi, mon problème, c'est l'efficience de l'action. Parce que donner l'impression aux Camerounais qu'en organisant une enquête parlementaire, on pouvait avoir les conclusions de ce qui a été dit. Ça, c'est autre chose. Non, je ne critique pas votre député. Voilà. Moi, s'en fout. C'est pas ça. Moi, je suis dans l'efficacité. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de critiquer M. Nietzsche. Je suis dans l'efficacité. Et vous savez très bien, comme moi, que ça n'aboutira. L'enquête parlementaire ne donnera rien du tout. Non, donc, mais je tiens quand même à rappeler. Non, je tiens quand même à... Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Non, vous êtes libre de faire confiance. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu le Monty Pouguet. Il y a eu le Monty Pouguet, c'est le RDPC qui contrôlait toujours le Parlement. Voilà, tout à fait. Il y a des membres du gouvernement qui sont souvent allés en prison. On n'a jamais dit le contraire. Moutipou, il est allé en prison. Mais ça ne veut pas dire que... La majorité était RDPC. Mais la majorité était, comme Edmond dit, comme je l'ai RDPC. La majorité était RDPC. Oui, Jean-Robert, il y a la commission de 43 députés. Jean-Robert, Maître Sikati a la parole. Non, moi je dis, vous savez, moi je ne fais pas la politique. Il faut oser, il faut le faire. Je ne fais pas la politique de l'esbrouf. Non, ce n'est pas une question d'esbrouf. Et quand vous parlez d'oser, je pense que depuis 90, il y a des gens qui ont osé, aussi naïvement que vous le dites, et on connaît bien les résultats. Non, mais aujourd'hui,
Tout comme le président, non, là, écoutez, tout comme le président Camto, pour qui j'ai du respect, pour le combat qu'il mène, a osé en allant être candidat à l'élection présidentielle, alors que tout le monde savait que, bon, ça allait être difficile. Vous savez, on est dans un débat d'idées où je ne suis pas obligé de m'associer à votre point de vue sur l'efficacité d'une enquête parlementaire. Vous avez vos convictions que cette stratégie-là pourrait aboutir à quelque chose. Moi, je vous dis que je suis convaincu que non. Maintenant, à chacun son idée et évoluons. Donc, j'étais en train de dire que tant qu'on n'a pas un système électoral qui permet au Parlement représentatif de la volonté de la majorité populaire, je suis d'accord au Cameroun, avec toi, on n'aura jamais une véritable enquête. Vous pensez, regardez les conditions même d'investiture des députés du RDPC. Les conditions sont faites en sorte que ces députés se sentent redevables des membres de l'exécutif, des hauts cadres du RDPC. Vous le savez très bien. Donc ne rêvons pas. Et tout à l'heure, M. Wafoka, il parlait des stades. J'ai même oublié de dire, le stade de France, le grand stade de France où la finale de la Coupe du Monde s'est jouée. Ce stade, il a coûté, je pense qu'il a une capacité de 80 000 places, il a coûté 171 milliards de francs. Au jour d'aujourd'hui, parce que vous allez entendre, d'ici quelques temps, on va vous dire, non, les sommes d'argent, le coût, le budget de Olembe concerne non pas seulement le stade, mais les infrastructures connexes. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je sais de faire l'addition de toutes les sommes qui sont citées, on est pratiquement à 3, on sera à la fin dans l'ordre de plus de 300 milliards de francs CFA. Plus de 300 milliards pour un stade, 60 000 places. Aucun hôtel, aucun gymnase, aucune piscine olympique. Et les gens continuent, on est là, on spécule. Alors, après ce constat, Raphaël, pourquoi il n'y a pas un audit qui est fait sur les montants débloqués et la construction faite de ce complexe sportif d'Olembe à Yaoundé? Pourquoi il n'y a pas une transparence dans le contrôle de l'exécution des travaux afin d'édifier les Camerounais sur l'argent du contribuable qui a été utilisé pour mener ce chantier? Il faut dire première chose que le président Biya, avant d'arriver au niveau où il a travaillé avec notre président, M. Aïjo, sur la base de sa compétence et il lui a fait confiance. Et le président Biya gouverne de cette manière-là. C'est-à-dire que quand il vous met, il sait que vous allez lui apporter ce qu'il attend de vous. Ce n'est pas facile, mais lorsqu'on est un président, c'est franchement très difficile. C'est pour ça qu'il y a tout un premier ministère, tout un premier ministre à qui nous avons souvent demandé ici qu'il donne plus de pouvoir au Premier ministre, qui puisse quand même sanctionner ou même demander qu'on remplace un ministre qui est incompétent. Si le Premier ministre a ces pouvoirs-là, certaines choses ne seront pas visibles comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, sur les audits, sur les contrôles, tout Camerounais capable de le faire, à l'exemple de l'honorable Nietzsche, peut le faire. C'est-à-dire que mener une enquête, c'est pas à titre personnel ou bien pour son échappe de députés. Pour la simple raison que cette affaire-là a déjà trop duré. Ça a trop duré pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer que le président de la République, lorsque les Lions et Nontable ont gagné, je crois, au Gabon, ici à côté, en 2017, il avait dit le Cameroun se rappelle aujourd'hui. Est-ce que ces gens s'imaginent, lorsqu'un chef d'État s'adresse à la nation et qui donne sa parole, quand on sait que la parole du président est sacrée, et que après ils ont encore écrit notre discours pour dire il y a eu un glissement. Vraiment, je crois que... Mais après ce glissement, pourquoi il n'y a pas eu de sanctions? On a vu plutôt un réaménagement ministériel, jeu de chaises musicales, ministre des Sports qui devient ministre de la Culture, et le professeur Narcisse Molekombi devient ministre des Sports. D'autres sont promus ministres d'État, là où on attendait un audit et des sanctions à l'encontre de ceux qui sont plus ou moins impliqués dans l'échec de l'organisation de la CAN initialement prévue en 2019. Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions à l'encontre de ces personnalités? Première chose, dans mon village, on dit souvent, c'est pas le jour que vous mangez les curés que vous attrapez la hernie. Rassurez-vous. Et après, on va dire que le président Biya, rassurez-vous. Les gens rendront compte. Vous allez voir. C'est-à-dire que ça sera comme en les années 60, en fin des années 60, à la constitution du stade Ahmad Waïjo. Les gens sont allés en prison pour cela. Mais spontanément. Hein. Alors maintenant, il faut d'abord que le stade s'achève.
Parce que si actuellement vous essayez d'attraper le serpent au milieu, il peut se retourner et vous mordre. Il faut d'abord que le stade s'achève. Et puis maintenant, quand le stade sera achevé et que la canne se tienne, vous verrez que les gens rendront compte et vous verrez qu'il y aura des sanctions. Moi au-delà du décret habilitant le ministre de l'économie à signer une convention de crédit, vous oubliez qu'il y a eu 2 décrets ce jour. Il y a eu un autre décret pour achever les travaux de la pénétrante Est à Douala. 88 milliards de francs CFA. Là encore, je voudrais... 20 km de route aménagée sur la deuxième phase de construction de la pénétrante Est. Là encore, je voudrais dire à mon consultant ici à ma droite et même à Maître Sikati qu'en réalité, donc, lorsque les travaux de cette pénétrante-là s'effectuent ici à Douala, nous avons vu des bouchons en un point fini. Est-ce qu'on a rendu compte au Camerounais que la société adjudicataire chinoise, je ne sais pas trop, où le ministre des Travaux publics venait... C'est toujours Magil. C'est Magil. Non, d'abord au départ, il y avait une société chinoise. Le ministre des Travaux publics, dans cette même chaîne de télévision, s'offusquait en posant les questions à ces gens. Où est-ce que vous avez d'abord travaillé la route ici en Afrique? Ils ont dit qu'ils ont travaillé au Kenya et autres. Je vous interpellais pour dire qu'ici, est-ce que c'est le président de la République qui va aller analyser les offres techniques et financières au MINMAP ou encore au ministère des Travaux publics? Non. Parce qu'on estime qu'on a des ingénieurs aguerris qui sont capables de travailler et qu'ils peuvent donc choisir une société apte pour pouvoir bitumer cette route. Pourtant, nous avons des sociétés au niveau local qui pouvaient également faire l'affaire. Mais on est venu avec notre société. Et actuellement, je crois que nous sommes à la 3e. On est même peut-être rentré à Razel qui autrefois était la société la plus chère, si je peux dire ça comme ça. Son offre était la plus chère. Donc vous comprenez qu'ici, il ne s'agit pas d'une affaire du président. Le président nomme les gens, c'est un arbre avec des branches. Mais chacun il faut préciser quand même que le ministère des marchés publics est rattaché à la présidence de la République. Le contrôle supérieur de l'État est rattaché à la présidence de la République. C'est le ministère délégué. Et il existe encore cette task force concernant les infrastructures sportives. Alors, lorsqu'on voit une telle architecture gouvernementale, cela suppose qu'il y a un droit de regard important venant de la présidence de la République pour éviter qu'il y ait des surfacturations ou qu'il y ait justement des soupçons de détournement des deniers publics dans l'exécution des projets structurants. Comment donc expliquer que malgré cette prédominance de la présidence de la République dans l'architecture gouvernementale, qu'il n'y ait pas des contrôles plus importants pour éviter des montants aussi importants qui laissent présager des soupçons de détournement de deniers publics au Cameroun? Vous savez, tout à l'heure, on a parlé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Il est, comme on l'appelle généralement, le vice-dieu. Parce que, pour la simple raison que... Qui est Dieu? Dans le non, s'il y a un vice-dieu, ça veut dire un Dieu. Oui. Qui est le Dieu du Cameroun? Vous le connaissez. Qui est... Mais, alors, maintenant... Je ne le connais pas que je vous pose vous la savez question. que dans le décret qui organise le secrétaire général de la présidence, le secrétaire général de la présidence discrimine les dossiers qui portent à l'attention du chef de l'État. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que c'est au secrétariat là où il y a des conseillers techniques, il y a des experts là-bas, que lorsqu'on transfère un dossier, ça tombe sur leur table et ils doivent l'analyser. Ce sont toujours des personnalités qui doivent travailler pour ce pays. Alors, si donc au ministère des marchés publics, on a transmis les dossiers d'un appel d'offres, par exemple de la pénétrante Est, on explique qu'on a choisi cet adjudicataire parce qu'il est compétent, parce qu'il a du matériel, parce qu'il a du personnel, les ingénieurs et tout. Et qu'on se retrouve avec ce que nous avons vu tous ici, on évacue de l'eau avec des seaux. Tout de suite, on se rend donc bien compte, si ça ne revient donc pas sur ce que j'ai d'abord dit avant, qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le président de la République ne fait plus peur quand je parle du lion. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se retrouver dans ces conditions, alors même que tout le monde connaît les mécanismes. Des simples petites sociétés qu'il y a ici, créées par des Camerounais, peuvent faire l'affaire mieux que ces sociétés qu'on transporte ailleurs pour des intérêts justement égoïstes et que les gens veulent s'enrichir par rapport à ça. Parce que généralement, on vient avec des sociétés là qu'on appelle même les non-name qu'on ne connaît pas. Il vaut mieux encore connaître une société ben ici sans publicité qui fait des routes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les Camerounais doivent comprendre,
c'est qu'un jour ou l'autre, les gens iront en prison par rapport à cette infrastructure qui doit porter le nom de M. Biya au Cameroun. Tôt ou tard, ils iront en prison. Je vais finir par vous prendre une image. Il y a le serpent qu'on appelle la vipère. La vipère a ceci de particulier. Lorsque la vipère va mettre bas, elle ne peut pas mettre bas au sol. Elle monte toujours sur un arbre. Parce que même ces petits sont dangereux pour elle. Première chose. Deuxième chose, la vipère peut rester couchée là. Vous dormez sur toute la partie du corps. À partir du moment où vous essayez de mettre la main sur sa tête, elle vous meurt et vous mourrez. Vous voulez dire quoi par là concernant la situation du Cameroun? Vous allez vous-même analyser. Après ces messages importants de Raphaël Ndougou, avançons dans l'émission Jean-Robert Wafo. Au-delà de ces 55 milliards de francs CFA empruntés auprès des banques commerciales pour les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe, il y a le projet de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest qui se heurte à la montée en puissance des violences meurtrières. Cameroun Tribune a parlé d'une barbarie aveugle à la suite de l'assassinat de 3 chefs traditionnels dans le Lébialem, région du sud-ouest, des assassinats attribués aux séparatistes dans cette partie du pays. Comment vous réagissez, Jean-Robert? Permettez-moi, Céline Noufélé, avant de répondre à votre question, de revenir sur le précédent sujet. Je vais dire une chose. Dans cette affaire de construction des stades, vous voulez dire des infrastructures pour la CHAN, l'échec de programmation, tout le monde sait, parce que c'était en 2014 que le Cameroun savait qu'il devait organiser. En 2019, il y a eu un glissement, ça c'est un premier échec de programmation. Ce qui me sidère, c'est le défaut d'accountability. Et permettez-moi sur ce plateau de prendre deux exemples. L'ancien Premier ministre français, Édouard Balladur, il est devant les juridictions françaises aujourd'hui pour l'affaire des frégates de Taïwan. On lui demande aujourd'hui ce qui s'était passé parce qu'il y a des soupçons, n'est-ce pas, de rétrocommission. Je vais prendre un autre exemple. Un parti politique concurrent, c'est-à-dire un parti politique de l'opposition. Je vais parler du MRC. Ce parti a lancé une opération de collecte de fonds pour la Covid, pour la lutte contre la Covid. Les comptes ont été faits et on s'est rendu compte, que ce soit M. Penda Koka, s'est rendu compte qu'il y avait un différentiel, donc je crois que c'est de 300 000 euros, c'est ça. Mais directement, le président de ce parti a dit, ok, je commande, donc il faut voir clair là-dessus. Il faut voir clair là-dessus. Et il a saisi, il a fait une communication pour dire, ok, je veux voir clair sur ce gap de 300 000 euros. C'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent. Quand il y a une situation et que des gens se plaignent, mais que le président de la République communique dessus. Contrairement à ce que M. Raphaël Ndougou dit, il est un Dieu pour vous. Pour moi, il est président de la République. C'est tout. Parce qu'il faut être Dieu pour ne pas rendre compte. Mais à partir du moment où il n'est pas Dieu et que c'est l'argent du contribuable, il doit rendre compte. Et puis en plus, c'est lui tout de même qui nomme à tous les emplois civils et militaires, de par notre constitution. Donc quand le député Nietzsche, quand le SDF à travers le député Nietzsche demande, donc écrit au ministre secrétaire général de la présidence de la République, président de la task force, pour lui demander le descriptif, n'est-ce pas, des travaux sur le complexe sportif d'Olembe. Il demande qu'on lui produise la liste des créanciers du Cameroun. Il demande également que les travaux jusqu'ici effectués, qu'il y ait un compte d'emploi. Oui, il est en train de montrer les deux. C'est-à-dire que les deux partis sont en train de montrer au peuple camerounais ce que l'opposition fera dès qu'il va arriver au pouvoir. Il n'y aura pas d'opacité. C'est ce rêve-là que ces deux partis sont en train de vendre. Donc, on ne peut pas comprendre que pour on a 218 plus 55 milliards, que jusqu'ici, qu'on ne dise rien au Camerounais, il n'y a pas de communication gouvernementale. Et de toutes les façons, Maître Sikati, je suis d'accord avec vous qu'il y a très peu de chances que ça aboutisse.
Mais l'essentiel pour le SDF, à travers son député, qui va certainement demander, donc qui va certainement adresser une question orale après avoir saisi par correspondance le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, c'est de prendre le peuple camerounais à témoin. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là, quand vous intervenez sur ce plateau, où vous êtes en train donc de dénoncer l'état de ce système. Quelqu'un d'autre vous dira également s'il va dans votre sens, quand M. Sikati dénonce, ça va changer quoi? Non, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé dernièrement dans le Lébialem, c'est regrettable. C'est regrettable. Combien faudra-t-il de morts pour que Yaoundé enfin comprenne que la résolution du problème dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest est politique et non militaire. Tous ces morts-là qui sont enregistrés, Yaoundé les portera dans sa conscience. Du moins, quand on dit Yaoundé, ceux qui nous gouvernent. Tous les partis d'opposition, les partenaires au Cameroun, bilatéraux, etc., les amis du Cameroun ont demandé qu'il y ait un dialogue. Parce que tel que cela est là, il y aura davantage de morts. Tant que il n'y a pas un cessez-le-feu. Quand je parle de cessez-le-feu, contrairement à ce que les amis de Raphaël Ndougou disent, on ne demande pas à l'armée de déposer les armes, mais on demande aux militaires de rentrer dans les casernes et de voir ce que d'autres vont faire. De deux, après le cessez-le-feu, il faudrait un dialogue politique national inclusif. On ne met pas fin, et ça je l'ai toujours dit sur ce plateau, à un mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders. Parce que les mouvements sécessionnistes sont des hydres de mer. Quand vous décapitez un leader, un autre naît. Et puis tous ces enfants qui sont dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui entendent les balles crépiter à longueur de journée, qui vont grandir avec. Vous croyez qu'ils vont oublier? Ils vont grandir avec. Et si il n'y a pas, in fine, après ce dialogue, un véritable dialogue national, où tout doit être mis sur la table, il faut que je le dise, tout doit être mis sur la table, qu'on discute avec également les sécessionnistes, qu'on dépose le problème de la forme de l'État sur la table des négociations. Après cela, il faudra une commission vérité et réconciliation pour que ces enfants, qui n'oublions pas, qui porteront à jamais, s'il y a un effet, les stigmates de cette sale guerre qu'on aurait pu éviter. Donc pour que ces enfants, pas qu'ils oublient, puisqu'ils ne pourront jamais oublier, mais que tout au moins ils pardonnent. Parce qu'on est en train de créer des conditions d'une déflagration sociale terrible demain, n'est-ce pas, dans ces deux régions, s'il y a un effet. Et puis, ce que je vais dire, les anglophones doivent d'abord discuter entre eux. Oui, je suis de ceux qui le pensent. Et que les médiateurs qui seront désignés, ou alors si Yaoundé veut à tout prix que ce soit le RDPC qui conduit cette affaire, que ce soit les anglophones qui le fassent entre eux, et que de deux, s'il faut désigner quelqu'un, ça, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais quand je l'observe, je mesure son sens de la pondération, qu'on confie ce dossier au Premier ministre chef du gouvernement. Pourquoi? C'est-à-dire, à défaut de choisir quelqu'un d'autre hors de votre parti politique, du parti État. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'ils connaissent ceux qui peuvent aller rencontrer nos compatriotes qui sont dans la brousse. Justement. Et pour terminer, si vous n'aboutissez pas au fédéralisme, s'il n'y a pas de fédéralisme dans ce pays, je reçois des coups de fil de partout. La majorité d'anglophones, ils ne veulent pas de la séparation, de la sécession. Mais ils ne veulent pas non plus de votre décentralisation. Ils ne veulent pas non plus du statut spécial qu'ils considèrent comme un piège. D'ailleurs, ils disent que ça ne marchera jamais. La seule manière d'assécher l'idéologie sécessionniste, c'est d'acter
le fédéralisme. Et Jean-Robert, ayez pitié de ces enfants qui aujourd'hui meurent. Allez à Bonabéry. Vous verrez des jeunes filles de 12 ans se prostituer pour 200 francs CFA. Il y en a qui viennent me rencontrer. Je ne sais pas comment ils obtiennent mon numéro de téléphone. Ils me disent, monsieur le maire, me voici, j'ai tout perdu, je n'ai plus personne dans la vie. Et vous continuez à bomber les torses à Yaoundé. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez géré durant 38 ans. Mais laissez-nous au moins la paix. Parce que vous avez trouvé le pays en paix. après vous, Jean-Robert Edmond Kandia, des chefs traditionnels assassinés, des soldats tombés sur le champ d'honneur en défendant officiellement l'intégrité du territoire du Cameroun, mais aussi des civils soupçonnés d'être des relais militaires victimes d'actes de torture sur le théâtre de la crise anglophone. Ces différents visages de ce conflit armé sont-ils l'illustration de ce qu'il y a toujours une recrudescence des violences meurtrières dans cette partie du Cameroun? Tout à fait. Ces différents visages, n'est-ce pas, de la guerre que vous venez de présenter montrent très bien qu'il y a la guerre qui continue. Il y a la recrudescence des mouvements armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est déplorable. J'ai une pensée pieuse pour tous les chefs traditionnels qui ont été assassinés depuis le début de la crise anglophone jusqu'à ce jour. Ils sont très nombreux, au moins une vingtaine. Et je suis d'autant gêné, je compatis pour ces chefs qui sont morts parce que beaucoup de leurs vivants, avant les élections régionales, avaient tenu à formuler leurs doléances au ministre de l'administration territoriale. Ils avaient même essayé de le rencontrer pour leur dire la situation d'insécurité dans laquelle eux et leurs familles se trouvaient. Beaucoup avaient déjà quitté les régions du nord-ouest et du sud-ouest et vivaient dans les localités voisines, dans les régions voisines, notamment à l'ouest, notamment dans le littoral et même certains à Yaoundé. Mais il me semble que dans la perspective des élections régionales qui sont finalement déroulées, ils ont été convaincus par le gouvernement et en particulier par le MINAT que des mesures de sécurité seront prises pour que les élections régionales se déroulent en leur présence dans les meilleures conditions de sécurité et qu'ils pouvaient retourner vivre à Boué et à Bamenda et dans toutes les localités dans lesquelles leur chefferie et leur population se retrouvaient encore. Beaucoup ont quitté Yaoundé, Douala, Bafoussam, Mbanga et dans toutes les autres villes où ils étaient en sécurité aux côtés d'autres déplacés anglophones. Sont rentrés dans leur village et avaient le sentiment que la sécurité était peut-être de retour, qu'ils étaient en sécurité. Malheureusement pour eux, pour les chefs notamment, qui sont morts récemment dans le Libyalem, je dis que ça fait mal parce que beaucoup parmi eux ont eu des assurances. Je ne sais pas si en plus d'être verbales, elles étaient écrites, qu'ils seraient en sécurité et que rien ne pouvait leur arriver. Malheureusement, ils ont été assassinés publiquement, pour beaucoup, sur la place du marché, par des leaders, des groupes armés qui estiment que c'est leur territoire. Je voudrais également, à la suite de ce que je viens de dire pour ces chefs qui ont eu confiance en l'État, malheureusement ont été assassinés. Je voudrais également dire qu'il y a nos soldats, nos braves soldats, nos braves forces de sécurité qui vont, depuis 2017, sur le terrain, en mission, pour sécuriser le territoire, pour amener la stabilité dans ces deux régions, malheureusement qui sont tués, qui tombent au champ d'honneur. J'ai également une pensée forte pour eux, notamment pour les plus jeunes qui ont été recrutés ces dernières années et qui pour certains n'avaient aucune expérience de guerre et qui pour d'autres n'avaient pas encore la maturité nécessaire. Je dis la majorité en termes d'âge, au-delà de l'absence d'expérience de guerre, et qui laissent leurs parents, leurs familles éprouver. J'ai également une pensée pour tous les civils qui ont été assassinés, en particulier les femmes enceintes,
les bébés, les enfants, dans les crises de Ngarbou notamment. On célébrait récemment l'anniversaire de ce triste événement. Je pense également aux enfants qui ont été assassinés à Kumba. Je pense aux enfants de Maoutou. Je pense à tous ceux qui sont morts, que ce soit donc les civils, que ce soit les militaires, que ce soit les chefs, qui jouent un rôle imminent dans leur localité lorsque tout fonctionne normalement. Et je voudrais, après avoir dit ça, rappeler que la responsabilité de l'État et du gouvernement est plus forte encore, parce qu'il est du rôle de l'État de veiller à ce que les Camerounais, partout où ils se trouvent, soient en sécurité. Malheureusement, dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos frères et sœurs qui s'y trouvent ne sont plus en sécurité. Nous avons sur ce plateau, depuis 4 ans, formulé des propositions allant dans le sens du dialogue. Nous avons cru que nous avons été écoutés lorsqu'il y a eu le grand dialogue national. Mais on s'est rendu compte, après le grand dialogue national, que la suite, telle que ça a été organisé, et que les recommandations ne se sont pas toutes transformées en loi, et qu'il n'y a même pas eu des résolutions, et qu'on n'a même pas tenu compte des recommandations fortes prises dans certaines commissions. Je pense par exemple à la commission qui concernait la diaspora. On aurait pu mettre en pratique les recommandations qui ont été formulées pour la diaspora, que le dernier message que le chef d'État a adressé à nos frères et sœurs de la diaspora aurait eu un sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et nous l'avons déjà dit, c'est un dialogue inclusif. Et de manière concrète, nous pensons que le chef d'État devrait commissionner le premier chef du gouvernement afin qu'il mette sur pied toute une délégation qui ira vers 2 destinations. La première, d'abord, la composition des membres de la délégation, il faut que ce soit des gens crédibles, des gens représentatifs, des gens crédibles et représentatifs, non seulement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également des formations politiques qui comptent au pays. Parce qu'il faut que ce soit une délégation ouverte, pas des délégations fermées. Et des gens qui seront prêts à s'adresser, à discuter avec nos frères et sœurs de la diaspora, qui, pour beaucoup, vivent dans les pays occidentaux et qui, pour beaucoup, sont des donneurs d'ordre. Une autre délégation devrait pouvoir aller sur le terrain, dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest, et pouvoir discuter, dans la mesure du possible, avec les leaders de groupes armés. Mais j'imagine que pour cette deuxième catégorie, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être prises pour que la possibilité de discuter avec ces leaders, ces groupes armés sur le terrain soit possible. Après vous, Edmond Kandia, Maître Désiré Sikati, quelles sont pour vous les conséquences de ce lourd bilan humain observé sur le théâtre de la crise anglophone? Depuis de nombreuses années, la société civile, la classe politique, la communauté internationale, on appelle à un dialogue plus inclusif, mais la réalité sur le terrain, ce sont des décès enregistrés des suites de ces violences meurtrières et affrontements armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense que pour parler des conséquences, il faut déjà être en mesure de faire le bilan. Si mes souvenirs sont exacts, la crise anglophone a commencé en octobre 2016. Et dans la foulée, les leaders de l'organisation de la société civile anglophone ont été interpellés, emprisonnés. Le consortium de la société civile anglophone, qui était pratiquement leur association, a été interdit par le ministre de l'administration territoriale de l'époque. Et je me souviens encore que le 30 novembre 2017, de retour d'un voyage officiel à Abidjan, en Côte d'Ivoire, M. Biya, dans l'un des salons feutrés de l'aéroport de Simalène, a ouvertement engagé l'armée dans la guerre contre les groupes séparatistes armés. Bon, après ça, on a aussi les leaders des groupes sécessionnistes, ou bien les leaders de l'Amazonie qui étaient à l'étranger. Certains ont été arrêtés au Nigeria, ont été déportés au Cameroun, mis en détention, jugés et condamnés à des lourdes peines. En dehors de ça,
on a quand même constaté que malgré tout, il y a des échauffourées. Les gens continuaient de mourir. Il y a des civils qui se faisaient tuer. Il y a des militaires également qui se faisaient toujours tuer. Et des chefs traditionnels se sont même sentis obligés de se déporter, pour la plupart à Yaoundé, pour se mettre en sécurité. Ça, tout le monde le sait. À côté de ça aussi, il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 50 000 déplacés qui sont partis du Cameroun pour notamment le Nigeria. 60 Oui, 000. oui, plus de 50 000. Parce que les chiffres, c'est... Aujourd'hui, quand même, on doit être un peu plus de... Peut-être, on ne doit pas être loin de 70 000. À côté de ça, vous avez le nombre de morts qui doit quand même osciller entre 3 500 au jour d'aujourd'hui et 4 000 morts. Vous avez les déplacés internes, c'est-à-dire les anglophones du nord-ouest, du sud-ouest qui vivaient dans leur région, qui sont partis de là pour les autres régions du Cameroun. Ça doit faire quelque chose comme 500 000 aujourd'hui. Plus, beaucoup plus. Et 600 000. Bon, disons, même Il y a si... cela 3 mois, on évalue à 600 000. Ça doit être plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que le gouvernement a quand même constaté que toutes les solutions qui étaient prises ne ramenaient aucune sérénité, ne ramenaient pas la paix, mais a continué dans la stratégie de la guerre. Nous savons tous que même le grand dialogue national qui a été organisé en fin d'année surpassée était une sorte de bluff parce qu'il fallait donner l'impression à la communauté internationale qui menaçait de porter la crise anglophone devant le Conseil de sécurité. Il fallait donner l'impression que des Camerounais se sont assis ensemble pour trouver une solution. Mais on sait tous qu'il n'y a pas eu de véritable dialogue parce que les représentants de la communauté anglophone au grand dialogue national ont été choisis par le régime. À côté de ça, aujourd'hui, quand vous regardez, la conférence épiscopale a fait une sortie il y a de cela quelques temps pour dire qu'il faut engager un véritable dialogue. D'ailleurs, même les chefs traditionnels de l'Ouest l'ont réitéré aussi, ça doit faire quelque chose comme 3 mois. Donc, aujourd'hui, on est tous d'accord que la stratégie de la guerre n'a pas produit les résultats escomptés. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est celle de savoir, est-ce qu'il faudrait continuer dans une stratégie qui jusque-là ne ramène pas la paix? Mais les discours officiels, c'est que la guerre a été gagnée dans le nord-ouest et le sud-ouest et qu'il reste juste quelques groupes de bandits qui sèment du désordre dans certaines localités. Ce discours reflète la réalité et montre que le gouvernement veut présenter son option militaire comme la solution idoine à ce problème. Disons que le ministre qui le plus souvent reprend cette ritournelle-là, c'est le ministre Atanganji. Et si vous regardez bien au sein de son gouvernement, il n'y en a pas beaucoup de ministres qui partent de cette façon. Vous voyez, même le ministre en charge de la communication, vous verrez rarement les communiqués où il donne l'impression que la guerre est totalement terminée. Mais entre nous, nous savons, les chefs traditionnels qui vivaient pratiquement, c'est pas l'exil, mais c'est tout comme à Yaoundé, qui retournent aujourd'hui et qui sont tués. Ben, si jamais la guerre était finie, je ne pense pas qu'on aurait encore des gens qui sont en train de mourir. Il y a de cela moins d'un mois, on a quand même vu que dans la localité de Galim, il y a eu un attentat des groupes séparatistes armés où des éléments des forces de défense ont été tués. Donc, avec ça, on veut nous faire croire que la guerre est terminée. Bien plus mettre cicatrice. Avant la guerre, le ministre Atanganji ne marchait pas avec les scores du BIR. Non, ben, il n'y a pas... Comme la guerre est finie, peut-il aller là-bas sans dire le score du BIR? J'en arrive aujourd'hui, lorsque vous voyez tous les membres du gouvernement. D'ailleurs, j'ai vu une députée du parti au pouvoir qui haranguait les foules en disant que la guerre est terminée. Mais elle-même, ce qui est quand même paradoxal dans son attitude, c'est qu'elle abordait gilet pare-balles. Bon, moi, je ne sais pas comment est-ce que des gens qui sont convaincus que la guerre a été gagnée peuvent continuer à s'habiller en tenue de protection contre les balles. Je ne comprends pas. Donc, maintenant, j'ai dit à l'entame de votre question qu'on ne peut pas parler de solution sans évoquer le bilan. Et le bilan signifie qu'il faut partir du point de départ pour aboutir au point où on en est aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent, des militaires, des civils. Les chefs traditionnels dont vous parlez dans le Lébialem, ce n'était pas le seul. Il y a un autre chef traditionnel qui a été kidnappé. Le même, je pense que ça devait être dimanche dernier, dans le Nord-Ouest. Tout à fait. Il n'a été sauvé que parce que la population a fait acte de bravoure. Mais tous les jours, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut tous qu'on soit conscient qu'on ne peut pas mettre un élément de force de défense derrière chaque citoyen dans les régions du Nord-Ouest. Et c'est là où on doit aussi être d'accord que
face à l'enlisement. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle dans la guerre, dans le langage de la guerre, l'enlisement. Lorsqu'il y a enlisement dans une guerre, il faut trouver une autre option. Et l'option la plus idoine, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le MRC, d'ailleurs on l'a toujours dit et répété, c'est-à-dire le cessez-le-feu, le dialogue, l'option c'est un véritable dialogue. On a la chance que des organisations internationales crédibles comme l'Union africaine nous ont souvent proposé leurs bons offices. Qu'est-ce que ça coûte au Cameroun d'accepter ça? Si tant il est vrai que nous sommes sincères, qu'il faut réconcilier les Camerounais, qu'il faut se battre contre la partition du Cameroun, ce n'est pas compliqué. Nous savons tous, il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont connu des phases critiques de leur histoire où le pays a failli se diviser, mais ils sont rentrés dans une stratégie de discussion. On connaît le Niger avec la rébellion Touareg, on connaît le Sénégal avec la crise casamançaise. Il n'y a pas deux solutions que le dialogue. Et le malheur, parce que vous allez voir que chaque fois... Le dialogue et le retour au fédéralisme. Oui, ça, disons que... S'il n'y a pas de fédéralisme, il faut le dialogue permettra forcément de déboucher sur une forme d'administration de l'État qui sera consensuelle. Ça, c'est clair. Maintenant, vous allez voir que la stratégie du régime est pratiquement la même, la stratégie du pourrissement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, on est gouverné par des gens qui aiment quand ça va mal, qui aiment quand on détourne beaucoup d'argent. Là où on doit acheter un stylo à 100 francs, ils décident entre eux que ça doit s'acheter à 1000 francs. Parce qu'ils savent qu'en temps, ils vont normalement acheter à 100 francs, mais ils vont détourner 900 francs. Là où il faut faire le dialogue pour éviter la guerre et ne plus engager le Cameroun dans les dépenses militaires inutiles. Alors que des gens sont là dans les localités, les enfants s'asseyent à même le sol pour suivre des cours dans les établissements primaires. Il y a des localités où on ne trouve pas de l'eau. D'ailleurs, ici en plein Douala, vous savez qu'aujourd'hui, des gens sont obligés de rentrer à une certaine heure. Des gens qui vivent en plein centre-ville sont obligés d'aller chercher de l'eau en plein centre-ville. Même à Yaoundé. 60 ans après, partout c'est comme même ça. Yaoundé, là où on doit faire des économies budgétaires, politique. On préfère dépenser l'argent pour rien parce qu'il y a malheureusement au sein de notre pays des gens qui tirent profit de l'économie de la guerre. Et justement, après vous, Maître Sikati, Raphaël Ndougou, la situation d'enlisement de la crise anglophone est observée depuis déjà plusieurs mois au Cameroun. Et il y a un pic de violence meurtrière qui est également décrié. Tout le monde appelle au dialogue, sauf au sein du gouvernement où le discours officiel fait état d'une victoire sur le terrain militaire. Comment expliquer cela? Première chose, c'est que nous faisons lorsqu'un Camerounais, un seul Camerounais décède, ça devrait interpeller tous les autres Camerounais, surtout dans ces conditions. Maintenant, nous sommes déjà à des milliers de morts. Je vous le dis toujours ici que cette situation a déjà trop duré. Et que s'il y a n'importe quelle solution pour arrêter ça, il faut prendre cette solution en compte. Vous imaginez que les chefs, je crois que le compteur est en train d'aller vers une dizaine de chefs assassinés depuis que ça fait la... Ils sont plus nombreux. Ça dit que vous comprenez que le mal a déjà atteint un niveau qu'on ne peut plus expliquer. Et vous voyez dans quelles conditions ces chefs-là sont tués. C'est-à-dire que ça se passe dans des conditions où on ne saurait permettre à nos enfants de voir cela. Et à ce niveau-là, je ne pense pas qu'un seul Camerounais doit pouvoir accepter qu'on continue dans ces conditions. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que toutes les solutions, je l'ai toujours dit ici, toutes les solutions doivent être bien accueillies pour sortir de cette crise. Mais maintenant, vous savez qu'il y a eu plusieurs autres leaders, plusieurs groupes qui se sont créés à gauche et à droite. Beaucoup de gens ont souvent proposé qu'on fasse sortir Sissi Kouyaoutabe et les autres. Mais vous vous rendez compte qu'on n'est plus sûr que c'est toujours lui qui tient la main de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui soit capable de nous dénicher ces leaders-là pour que véritablement le dialogue tant entendu soit véritablement là avec des garanties que ces gens-là n'auront pas à s'inquiéter. Parce que justement, ils ont aussi peur que s'ils venaient à se rendre, quelle est leur sécurité? C'est ce qui est arrivé aux chefs traditionnels, qui beaucoup ont été obligés de se déplacer. Maintenant, quelle est la sécurité autour des chefs traditionnels qui justement ont accepté d'aller rentrer au Bercail? Et c'est ce que ces chefs-là méritent. Nous avons les chefs dans tous nos villages. Et c'est la même chose que nous devons dire. Les populations qui acceptent de laisser là-bas,
Comment est-ce que ces populations-là vivent? Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte que des gens qui sont ressortissants d'une région, de deux régions, arrivent à atteindre ce niveau d'atrocité, ce que nous voyons? Maintenant, le dialogue, il y en a eu. Peut-être que ça n'avait pas été bien, ça n'a pas abouti à ce qu'on s'attendait. Le dialogue doit être constant. Le dialogue doit être, c'est ce que M. Wafo disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut même peut-être revenir, voir encore le cardinal Toumi pour qu'il réorganise cette conférence anglophone qu'on avait justement interdit. Parce qu'on a peut-être tué le poussin dans l'œuf. On aurait dû laisser que entre eux, puisque nous sommes assis ici, nous avons tous des chaussures aux pieds. Si la chaussure de X fait mal là, l'autre ne peut pas savoir. Alors, entre eux, ils devaient donc se réunir. Et je pense, je suis également d'accord avec Edmond Kamga sur cette question, que le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui est chef traditionnel, justement, qu'on lui donne la possibilité, puisque quand il a été nommé, il est descendu dans ces deux régions, qu'on lui donne la possibilité, première chose de s'asseoir ici, au pays, avec toute l'élite, quels que soient les partis politiques où ils appartiennent, tout le monde. C'est-à-dire que Nizon Foudi et tous les autres s'asseyent là-bas pour dire enfermons-nous ici dans cette salle, regardons-nous en face. Ça peut se faire là-bas. Bien sûr. Et au sortir de là maintenant, on essaie de voir où est-ce qu'il y a des groupes, des leaders, s'ils sont hors du pays, qui va en mission commandée pour rencontrer ces gens-là. Parce que nous savons personnellement que tous ces gens qui égorgent les chefs et les autres populations n'ont pas de moyens financiers. Alors, au sortir de leur dialogue d'abord interne dans les deux régions, dans une salle, ça prend le nombre de jours que ça prendra, qui se regarde en face. J'ai dit que opposants comme parti au pouvoir, ministres comme DG, tout ce beau monde-là, ça a déjà trop duré, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que peut-être certains parmi eux sont-ils contents de voir les gens mourir, je ne sais pas. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans nos villages, lorsque les populations sont en danger, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on égorge des chefs, ça veut dire qu'il faut vider tous ces villages-là et que ces gens-là prennent possession. Ah non, il faut bien que le Premier ministre, le président de la République doit envoyer à nouveau le Premier ministre sur ce terrain-là, véritablement avec toute l'élite de ces deux régions, si ce ne soit pas une affaire du RDPC ou quoi que ce soit, pour que ils se sortent justement. C'est ce que nous attendons de ces deux régions, parce que l'affaire a trop duré, les Camerounais sont déjà morts, l'économie même aujourd'hui à genoux, pour la simple raison qu'on dépense d'énormes sous pour cette affaire-là. Donc je pense pour ma part qu'il faut véritablement accueillir toutes les solutions. Il faut que tout ce que les gens proposent pour cela soit bien accueilli, que ce soit écouté et que ce soit pris en compte et qu'on mette cela en pratique. Comme nous disons là, nous pensons que si dès demain lundi, qu'on dise au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chef traditionnel, composez votre équipe, convoquez toute l'élite de ces deux parties du pays, afin qu'on sorte de cette guerre. Et ce que je vais ajouter, ce que je vais ajouter, vous savez, on a nommé en fin de semaine, bref, je crois que c'était vendredi ou samedi, les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui. Mais vraiment, je ne comprends pas. Qu'on m'explique un peu. Tchimouta Divan, le défunt, donc l'ex-président, président de la commission. Président de la commission, c'était un anglophone. Donc Tchimouta Divan. Il est décédé. On est en pleine crise anglophone et on nomme un francophone. Je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas, mais en politique, les symboles comptent. Tout comme je le disais encore sur ce plateau, la dernière fois que je suis passé ici, les responsables de la Camer, tous les responsables, les trois hauts responsables de Camerco, PCA, DG, DGA, c'est des francophones. Aucun anglophone. Non, à un moment donné, je me demande bien, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ceux qui nous gouvernent? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis de ceux qui pensent, qui ont toujours pensé, comme M. Sikati, qu'en réalité, il y en a qui font tout pour que les choses se radicalisent parce qu'ils tirent profit de l'économie de guerre. Mais à un moment donné, ça va cesser. Votre message a été bien compris. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Robert Wafo et Maître Désiré Sikati, d'avoir participé
à ce débat. Merci également à vous, messieurs Edmond Kambia et Raphaël Ndungu, d'avoir contribué à ces échanges. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.